Alors, on va commencer par l'œsophage. Voilà le plan qu'on va suivre. Toujours les techniques d'exploration, un peu de radioanatomie pour se localiser. Alors, la pathologie, on va traiter la pathologie surtout tumorale, inflammatoire, mégaœsophage, diverticules et les hernies. Alors, les moyens, on va reprendre pratiquement ce que nous avons dit tout à l'heure. Alors, lorsque on a une symptomatologie, une sémiologie clinique qui nous oriente vers une atteinte œsophagienne, on commence par l'endoscopie, je le répète la énième fois. Puis, il y a l'échoendoscopie, l'échographie, le scalaire et bien sûr, ce qui reste de la radiologie conventionnelle. Voilà ce que vous avez sur le plan anatomique si vous faites un transit œsophagien. Bon, vous avez surtout une paroi qui est régulière, lisse, et vous avez des empreintes anatomiques. D'accord? Alors, il y a l'anastomose, ou plutôt la bouche de Killian, c'est là où commence l'œsophage. Petit rétrécissement en haut. Vous avez l'empreinte de l'œsophage, l'empreinte de la branche souche gauche, que vous voyez ici. Là, vous ne devez pas prendre ça pour des sténoses, hein. C'est des empreintes anatomiques. Alors, je vous ai mis ici une image d'échographie. Vous voyez l'œsophage à ce niveau-là. On l'a fait surtout chez l'enfant. Vous allez voir ça quand on va vous traiter les imageries pédiatriques. Ça ne se fait pas chez l'adulte. Là, surtout, on cherche des reflux gastro-œsophagiens chez les nourrissants. D'accord? Mais ce n'est pas chez l'adulte. Alors là, vous avez des images du scalaire. Vous avez ici, regardez, vous avez l'œsophage, la trachée, l'œsophage distendé un peu ici. D'accord? Et là, je vous ai mis les principaux rapports qu'on doit préciser pour l'œsophage sur un scalaire. Avec la vertèbre ici, d'accord? Avec une branche souche gauche ici, et avec l'oreillette gauche ici. Ce sont les points clés quand on traitera par la suite la pathologie tumorale. Ce sont les repères anatomiques qu'on doit préciser. Et là, vous avez ici une coupe sagittale, vous avez la trachée, et vous avez l'œsophage. Pratiquement, on n'arrive pas à voir la paroi, tellement il est fin qu'on n'arrive pas à l'individualiser. Hein, regardez ici. Alors, le cancer de l'œsophage, ça, c'est une pathologie importante à reconnaître, parce qu'il est assez fréquente. La sémiologie clinique qu'on vous a appris, je pense ça l'année dernière, la dysphagie, l'hypercialurie, les régurgitations, l'altération de l'état général. Devant cette symptomatologie, le premier examen qu'il faut faire, c'est quoi? L'endoscopie. D'accord? Les facteurs de risque, donc les patients qui ont des antécédents d'œsophagite, de reflux, d'accord? Il y a aussi le tabac. Là, le type histologique, ça c'est juste un titre d'information. Ce qui est le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde. On vous demande pas d'apprendre tout ça. Alors, le diagnostic positif. Je ne vais pas faire le diagnostic positif avec un scalaire. N'adressez pas votre patient au radiologue pour faire un diagnostic positif. Vous pensez à l'œsophage, un cancer de l'œsophage, faites votre endoscopie. Vous allez adresser votre patient au radiologue pour faire le bilan d'extension. Bien sûr, l'endoscopie, ça vous permet bien sûr, de faire le diagnostic positif en voyant la lésion et bien sûr en faisant des prélèvements histologiques que vous allez adresser à un confrère anatomopathologique. Là, l'endoscope, il est mêlé de graduation et ça vous permet donc de préciser la localisation de cancer. Et là, on utilise des rapports anatomiques, par exemple l'arcade dentaire ou la bouche de Killian. On vous dit que c'est un processus situé à 5-6 cm par rapport à l'arcade dentaire inférieure. C'est pour se localiser. L'échoendoscopie, ça vous permet surtout de préciser, et là, on utilise, rarement qu'on les utilise, mais on va l'utiliser quand on se trouve avec une tumeur superficielle. Et on veut s'assurer qu'il ne dépasse pas la paroi digestive. Là, l'échoendoscopie vous permet de préciser les différentes couches qui sont touchées. Regardez ici, là, la tumeur, il est localisé au niveau de la musculeuse. D'accord? Et bien sûr, ça vous permet aussi de voir les adénopathies qui sont autour de la tumeur. Mais les adénopathies, par exemple, au niveau abdominal, ou au niveau cœliaque mésentérique, ça, vous ne pouvez pas l'explorer par
une échoendoscopie. Le scalaire, et là c'est important. Là c'est important. Le scalaire, on va le faire dans un but pour le bilan d'extension. Bilan d'extension loco-régional et à distance. Loco-régional, on doit préciser les structures qui sont à côté de l'œsophage, est-ce qu'ils sont infiltrés ou lents. Et là, vous devez apprendre ces 4 structures. L'aorte, l'arbre trachéobronchique, c'est-à-dire trachée et la branche souche gauche, la vertèbre ou les vertèbres, parce que là, l'œsophage, il passe à côté, et l'oreillette gauche. Les 4 structures dont on doit interpeller quand on fait le bilan d'extension loco-régional. Bien sûr, il faut rechercher ce qu'il y a des adénopathies médiastinales. Et à distance, surtout le foie, le poumon et les adénopathies au niveau de la région cœliaque, c'est-à-dire au niveau épigastrique. Là, vous avez des exemples. Regardez ici. Vous avez ici l'œsophage normal avec une paroi fine. Et ici, vous avez un œsophage avec une paroi épaisse, œsophage tumoral. Vous voyez la différence? Regardez ici. Ce qui est noir, c'est la lumière. C'est de l'air. C'est la lumière de l'œsophage. C'est l'air digestif. Et regardez ici la paroi. Vous avez ici, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Quelle branche? C'est la branche souche gauche. Ici, vous avez la branche souche droite. D'accord? Là, vous avez sur cette coupe longitudinale ou sagittale, vous avez le sauvage. La paroi, elle est tellement fine qu'on n'arrive pas à la voir. Et vous avez ici la paroi épaissie. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut chercher comme métastase? On peut chercher des métastases gangliolaires ici au niveau susclaviculaire, des métastases pulmonaires sous forme de nodules, des métastases hépatiques que vous voyez ici, des adénopathies ici au niveau abdominal. Tout ça, on peut le faire qu'avec un scalaire. Alors, quand est-ce que je vais utiliser l'IRM? Rarement qu'on demande l'IRM pour un bilan d'extension d'un cancer de l'œsophage. Les quelques indications, et qui sont très rares sur le plan pratique, c'est lorsque on suspecte une infiltration vasculaire ou cardiaque. L'œsophage, par exemple, l'aorte ou les cavités cardiaques, surtout l'oreillette gauche. C'est la principale indication. Mais c'est des indications qui sont limitées. D'accord? Quand je vous demande, par exemple, si je vous demande par quel moyen on fait le bilan d'extension, il ne faut pas commencer par l'IRM. Hein. C'est le scalaire. Et quel scalaire? Thoraco-abdominopelvien. Notez ça, c'est important. Ce n'est pas un scalaire thoracique, ce n'est pas un scalaire abdominal, ce n'est pas un scalaire, je ne sais pas moi, de grand orteil. C'est un scalaire thoraco-abdominopelvien. Alors, les tumeurs bénignes, ça, c'est un peu spécialisé pour vous. Il faut juste savoir qu'il y a des lésions bénignes, des tumeurs bénignes, mais qui sont très rares. Qui sont très, très rares. Donc, il y a le leiomyome, les polypes, les angiomyolipomes. Ça, c'est des diagnostics qu'on fait à l'histologie. Il y a des signes indirects en l'imagerie qui peuvent les orienter, mais c'est la biopsie et l'histologie qui nous permettent de poser le diagnostic. Alors, la pathologie inflammatoire, il est assez aussi fréquente, inflammatoire infectieuse. C'est assez fréquente. Il y a l'œsophagite peptique. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'œsophagite peptique? L'œsophagite peptique, c'est une inflammation de l'œsophage en rapport avec le reflux gastro-duodénal, gastro-œsophagien. Donc, à chaque fois que le patient il fait un reflux, il y a une inflammation de la paroi. Et c'est comme si vous avez déjà vu une inflammation de la peau. Hein, ça passe de l'inflammation à une cicatrisation fibreuse. Et quand l'inflammation il est très importante, qui se fait de façon, c'est-à-dire importante, là, ça va se compliquer d'une sténose. Alors, la sténose, parce que là, quand on a une sténose, la première question qu'il faut se poser, est-ce que ce n'est pas une sténose tumorale? Et là, il faut avoir une sémiologie qui nous permet de faire la différence entre les deux. Regardez ici, la sténose, il est central. Regardez. Il est au centre. Il est assez régulier. Regardez, si vous voyez les marges de la sténose, ils sont assez régulières.
Et regardez, on passe progressivement de la zone saine à la zone pathologique, ce qu'on appelle en pente douce. On passe progressivement de la zone saine les zones pathologiques. Alors que quand il s'agit de pathologie tumorale, on passe de façon brutale, brusque, de segment sain au segment pathologique. Cette sémiologie, on détaillait cette sémiologie avant parce que sur les opacifications, on faisait le diagnostic. Maintenant, non. Si le patient il a une telle symptomatologie, on commence par l'endoscopie et là, on fait des prélèvements qui nous permettent de poser le diagnostic. D'accord? Ben, la même chose ici, regardez, toujours la même sémiologie. Là, ici, je vous ai montré un œsophage normal et là, je vous ai montré la sténose. Notez, c'est une sténose, les sténoses béniles. C'est une sténose, ce sont des sténoses centrées, régulières, se raccordent en pente douce avec le segment sain. Se raccordent en pente douce avec le segment sain. Mégaœsophage, c'est une distension de l'œsophage. Alors, mégaœsophage, distension de l'œsophage, qui peut être secondaire à un processus tumoral, par exemple, ou une inflammation. Mais quand on parle de mégaœsophage, souvent ce qui saute dans l'esprit, c'est l'achalasie. C'est une pathologie nerveuse. Le segment digestif distal, ou l'œsophage distal, présente une dénervation qui fait que le péristaltisme ne se transmet pas bien au niveau de l'extrémité distale de l'œsophage et au niveau du sphincter inférieur. Ce qui fait que vous avez cette distension au labo. D'accord? Toujours le diagnostic il est endoscopique. Et là, parce que pourquoi on revient toujours à la sémiologie? Parce que vous pouvez me poser la question. Vous pouvez me dire, vous nous dites que on fait pas d'opacification, mais là il y a beaucoup de clichés et on parle toujours de cette sémiologie. Parce que la même sémiologie qu'on utilisait pour les opacifications digestives, on l'utilise jusqu'à ce jour pour le scalaire. Toujours on parle de sténocentré, on parle de raccordement pente douce, circonférentiel, tout ça c'est à peu près la même sémiologie, d'accord? Alors, au début, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez une dilatation modérée de l'œsophage, que vous voyez ici. Toujours ici, vous avez le normal, ici vous avez le pathologique. Vous avez cette distension, un ralentissement de passage de produit. Là, c'est une étude dynamique. Hein? Le produit passe progressivement parce qu'il y a une stagnation. Et à un stade avancé, on a cet aspect en chaussette, là, parce que la distance est très importante. Là, l'œsophage, il vient coucher sur le diaphragme. Et ça donne cet aspect-là en chaussette que vous voyez ici. Alors, regardez, sur un scalaire, vous avez toujours à peu près la même chose, cette distension sur le copaxial, hein, distension de l'œsophage, donc, qui ont un rapport avec une achalasie. Les diverticules, c'est quoi des diverticules? C'est une image d'addition, que ce soit dans le tube digestif, que ce soit dans l'appareil urinaire. Donc, c'est une image d'addition qu'on voit qui s'accorde à la paroi digestive. D'accord? Alors, ce qui est le plus fréquent, c'est cette diverticule congénitale de Zeker au niveau de la jonction pharyngo-œsophagienne. Et là, pour ce patient-là, il a développé des diverticules acquises, d'accord, au niveau de différents segments. Les hernies hiatales, hernies gastriques hiatales, c'est un glissement, si vous voulez, de l'estomac au niveau médiastinal. Et on distingue deux types d'hernies. L'hernie par glissement, lorsque le cardia, et ça c'est important, comment on fait la différence entre les deux types d'hernie, l'hernie par glissement et l'hernie par roulement. L'hernie par glissement, le cardia, il est médiastinal, en position médiastinale. Et l'hernie par roulement, le cardia, il est intra-abdominal. Et c'est la grosse fibrosité qui monte en intra-médiastinal. Si on vous pose la question comment on fait la différence, c'est ça la différence. Dans de rares cas, on peut avoir les deux. C'est-à-dire que la grande fibrosité et le cardiaque qui est en intra-médiastinal. Alors, si je résume pour l'œsophage, il y a le cancer de l'œsophage, toujours commencer par l'endoscopie et le bilan d'extension se fait avec le scalaire. Les indications limitées de l'IRM, c'est l'atteinte cardiovasculaire. La pathologie inflammatoire, surtout les sténoses, les caractéristiques de la bénignité d'une sténose œsophagienne, centrée, régulière, se raccorde en pente douce avec
la paroi ou le segment sous-jacent. Alors, l'estomac, on va insister surtout sur la pathologie tumorale, qui est la pathologie la plus fréquente. Vous allez voir que pratiquement on suit le même plan. Toujours c'est l'endoscopie et le reste du panel d'imagerie vient après. Voilà. Regardez ici l'estomac sans balisage digestif, l'estomac avec un balisage digestif, et là vous avez toutes les structures anatomiques que vous connaissez, la petite courbure, la grande courbure, pylore, la région bulbaire. Là, on vous a mis des coupes axiales pour explorer la paroi. Regardez, la paroi, il est régulière, fil. Et là, c'est un agent de produit de contraste radio-opaque. Ça, c'est avec l'eau, et ça, c'est radio-opaque. Je vous ai mis les deux images pour faire la différence entre les deux. Alors ici, on l'a utilisé dans un contexte, notre contexte d'urgence. Je voulais juste vous montrer la différence. Quand on parle de radio-opaque, c'est cet contraste blanc par rapport aux structures anatomiques. Alors, le cancer de l'estomac, ça, c'est une pathologie qui est assez fréquente, qu'il faut reconnaître. Alors, sur le plan histologique, ce qui est le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome. Et il y a des facteurs favorisants qui peuvent faire le lit d'un cancer gastrique. Les ulcères gastriques, les gastrites atrophiques, les gastrites hypertrophiques, les gastrectomies partielles, tout ça, vous le devez demander à vos patients si vous avez une symptomatologie inquiétante. Et bien sûr, le problème des cancers de l'estomac, c'est que la symptomatologie n'est pas assez spécifique. C'est des patients qui vont traîner, et lorsqu'on va faire le diagnostic, généralement on fait un diagnostic à un stade tardif. Toujours, vous pensez à un cancer gastrique, vous commencez par l'endoscopie pour faire regarder ici le processus. Ah, là, vous tombez directement sur le processus, vous faites votre prélèvement, vous avez le diagnostic histologique. Là, vous adressez le patient au radiologue pour faire le bilan d'extension. L'échoendoscopie, sur le plan pratique, rarement qu'on l'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le... Maintenant, vous nous adressez le patient pour faire le bilan d'extension. Techniquement, il faut faire un scalaire avec un balisage digestif. Et là, regardez ici, vous avez la paroi normale, fil régulière, et vous avez ici un épaississement pariétal irrégulier. Et regardez le raccordement par rapport à la zone selle. On passe brutalement de la zone selle à la zone pathologique. C'est pas on prend tous ce qu'on avait vu avec la tête inflammatoire. D'accord? Ici, c'est bien sûr la région antrale, la petite courbure. Ici, vous avez un autre exemple, vous avez l'épaississement. Tout ça, c'est l'épaississement pariétal. Là, ici, vous avez une infiltration du pancréas. Vous avez le pancréas ici, vous avez l'épaississement. Regardez la paroi normale, vous avez ici l'épaississement irrégulier avec une infiltration du pancréas. D'autres exemples, vous avez ici une coupe coronale de l'estomac et vous voyez ici la paroi normale avec ici l'épaississement, donc gastrique suspect. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est quel organe? Hein? C'est le foie. Et vous avez ici des quoi? Ces petits points que vous voyez ici, des métastases hépatiques. Vous avez ici cette masse-là, grosse métastase, d'accord? Et ici, vous avez une adénopathie, d'accord? Voilà ce qu'on cherche comme bilan d'extension, ce qu'on fait comme bilan d'extension. Bien sûr, bilan d'extension local, c'est l'extension dans la graisse périgastrique, c'est les adénopathies loco-régionales, bien sûr, c'est l'extension à l'organe de voisinage, ça peut être le foie, ça peut être le pancréas, et à distance, c'est les métastases hépatiques et les métastases surtout pulmonaires. D'accord? Et pourquoi on va faire tout ça? Parce que ce bilan d'extension qu'on fait en imagerie va mettre le patient sur une piste thérapeutique selon le résultat de ce bilan. Il y a des patients qu'on va classer les patients. Il y a des patients qui vont faire une chimiothérapie avant d'être opérés. Il y a des patients qu'on peut opérer d'emblée. On ne fait pas le bilan comme ça pour un luxe scientifique. On le fait dans un but thérapeutique. Soit que le patient va être opéré d'emblée, soit on fait une chimio, oui, il va être opéré, soit on fait une chimio, parce que le patient, il est inopérable. Voilà, la pathologie bénigne, comme c'est la même chose que l'œsophage, c'est des lésions qui sont très peu fréquentes.
Et généralement, c'est la biopsie ou l'histologie qui lui permet de poser le diagnostic. Alors, je reviens à l'estomac pour résumer. L'endoscopie toujours en première intention. L'imagerie, surtout dans le cadre, parce que la pathologie tumorale, c'est la pathologie la plus fréquente, où l'imagerie, il a sa place. Bien sûr, il y a d'autres pathologies qui sont assez fréquentes, mais l'imagerie n'a pas vraiment un apport très important. Par exemple, pour un ulcère, on l'explore par l'endoscopie, on ne l'explore pas par un scalaire. Mais dans le cadre des cancers, l'imagerie, il est incontournable. Et donc, commençons par l'endoscopie et on fait le bilan d'extension par le scalaire. Bien sûr, les organes de voisinage sur le plan loco-régional et à distance. Alors, l'intestin grêle, il a certaines particularités. Vous allez voir que la pathologie, il est plus variée. Il y a le tumoral, l'inflammatoire, l'infectieux, vasculaire, congénital et malformation. Et le problème de l'intestin grêle, c'est que c'est un organe difficile à explorer. Je vous ai dit que pour le tube digestif, le meilleur moyen, c'est l'endoscopie. Mais pour l'intestin grêle, c'est difficile de l'explorer sur le plan endoscopique. Il y a peu de centres qui font cette exploration par voie endoscopique. Si vous voulez faire une endoscopie gastrique ou œsogastro-duodénale, il y a des milliers de centres. Mais si vous voulez faire une endoscopie de transit de grêle, il y a peu de centres qui peuvent le faire. Ça, c'est important. Et c'est pour cela que l'imagerie, il a une place prépondérante dans l'exploration de l'intestin grêle. D'accord ? Il y a le scalaire, il y a l'IRM. Et ce que peuvent faire les gastro, c'est ce qu'on appelle la capsule vidéo-endoscopique. Donc, le patient, il avale une capsule et on met un matériel, un pareillage qui permet de recevoir des signaux ou des images de cette capsule. Et par la suite, le gastro, il revient sur les images, c'est comme s'il a fait une endoscopie. D'accord ? Alors, l'entéroscalaire, je vous ai parlé de la technique, donc on demande. Alors, par contre, on va faire la distension digestive pour l'intestin grêle. C'est avec du mannitol. Donc, on donne au patient, c'est du mannitol dilué que le patient doit prendre donc 40 à 45 minutes, le temps qu'il passe dans l'intestin grêle et qu'il permet l'extension de tout le segment grélique. Puis on fait une acquisition avec le scalaire et voilà ce qu'on peut avoir comme image. D'accord ? Bien sûr, on doit explorer la paroi, la lumière et ce qui est autour de la lumière. La limite, c'est une technique, évidemment, c'est une technique qui est irradiante. L'entéro-IRM, c'est le même principe. C'est le même principe. D'accord ? Et on va prendre des séquences qu'on appelle des séquences IRM. Alors, la différence entre entéro-IRM et entéroscalaire. Vous devez me poser cette question. Bien sûr, il y a les radiations. Donc, IRM, c'est un examen qui n'est pas irradiant. La résolution en contraste. Ça veut dire la résolution en contraste. C'est écrit résolution en contraste. Résolution en contraste, c'est la capacité qu'a une technique pour différencier de structures. C'est à peu près la même chose que les images que le photo comprend. C'est la capacité qu'a une technique de faire la différence entre deux structures qui ont un signal, qui ont le même signal, qui ont la même densité. L'IRM, il le permet un contraste meilleur par rapport au scalaire. D'accord ? Si je reviens par exemple sur l'image du scalaire et sur l'image de l'IRM, regardez ici le contraste entre la paroi et la lumière, cette différence entre la paroi et la lumière, elle est meilleure sur l'IRM que sur le scalaire. Je reviens sur le scalaire. C'est cette différence qui permet à l'IRM d'avoir une meilleure résolution en contraste. Alors les limites, c'est le temps. Un scalaire, on le fait, un entéroscalaire, on le fait en 5 minutes. Hein. La préparation, c'est la même, mais l'acquisition, on l'a fait en 5 minutes. D'accord. Mais une entéro-IRM, ça se fait en 30 minutes. La moyenne, hein, 30 minutes. Donc ça, c'est une des limites de la technique. L'échographie, je vous ai dit que pour l'échographie, c'est pas l'examen c'est-à-dire l'examen de choix pour explorer l'intestin grêle, mais ça nous permet surtout d'explorer l'intestin grêle chez des patients maigres qui ont pellicule adipeux
d'une faible épaisseur. Là, vous pouvez, c'est-à-dire suspecter un épaississement, et bien sûr, il faut compléter soit par une IRM ou par un scanner. L'entéroscopie, c'est à peu près les mêmes images qu'on a pour l'œsophage et pour le côlon. Et la capsule vidéo-endoscopique, je vous ai expliqué le principe. Là, ce que reçoit le gastro, c'est des images comme les images d'endoscopie. Alors le transit, là, c'est dépassé, on ne le fait plus. Là, sur le plan anatomique, on distingue évidemment, c'est-à-dire que lorsqu'on a une lésion, il faut la localiser. Est-ce qu'il est au niveau du jugulum? Est-ce qu'il est au niveau de l'ilion? Et par rapport, surtout pour l'ilion, on se localise surtout par rapport au valvule de Boyle, c'est-à-dire l'abouchement de l'intestin grêle au niveau du sécum. On dit, par exemple, telle lésion, il est situé à 10 cm, tel épaississement, il est situé à 10 cm, d'accord, de sécum ou de la graisse de Boyle, ou valvule de Boyle. Pour le jugulum, la même chose par rapport à l'angle jugulal, on peut se dire telle distance par rapport à l'angle de jugulal. Et comment on peut reconnaître le jugulum par rapport à l'ilion? Si je pose la question, ça c'est anatomie, c'est une question anatomique et histologique. On fait la différence. Si je vous demande de se localiser, comment on fait la différence? Les anses, oui, très bien. Ça c'est une sémiologie des opacifications digestives. Les anses, ils sont verticales pour le jugulum et pour l'ilion. C'est pour le jugulum ou pour l'ilion? C'est pour le jugulum. Regardez. Les anses, ils sont verticales. Il y a autre chose. Les valvules, ils sont plus nombreuses sur le jugulum ou sur l'ilion? Sont plus nombreuses sur l'ilion ou sur le jugulum? C'est sur le jejulum. Regardez ici. Les valvules sont plus nombreuses ici. D'accord? Et bien sûr, la topographie, la localisation. Ici, à gauche, vous avez plus de jejulum. Et là, quand on s'approche au niveau de la fosse iliaque, au paramédial droite, il y a l'ilion. D'accord? Alors, je vais commencer par la pathologie inflammatoire. C'est pas comme ça parce que c'est la pathologie la plus fréquente. C'est la pathologie, bien sûr, du sujet âgé, du sujet jeune. Deux sujets jeunes. Toutes ces notions sont très importantes. C'est pas de luxe scientifique. Parce que là, quand je me trouve avec un épaississement digestif, chez un sujet jeune, je vais penser plus à la pathologie inflammatoire. D'accord? C'est surtout l'ilion et le côlon. Pour la maladie de Crohn, c'est l'ilion et le côlon. La topographie, la localisation préférentielle, c'est l'ilion et le côlon. Côlon, bien sûr, le côlon proximal, côlon droit. Et les complications, bien sûr, il y a les fistules, les rétrécissements, on verra tout ça. Comment elle va s'exprimer? Comment elle va s'exprimer une maladie de Crohn sur un entéroscalaire? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un épaississement digestif. Alors, le tube digestif, c'est un tube. Sur le plan sémiologique, on va explorer la paroi, le tube, la lumière et ce qui est autour du tube. Si vous voulez, si on veut être systématique, on va diviser notre exploration en trois parties. La paroi, la lumière, ce qui est autour de la lumière. Alors, la tête initiale, c'est à quel niveau? C'est au niveau de la paroi. Qu'est-ce que nous aurons? Une inflammation de la paroi. Alors, vous avez une inflammation. Qu'est-ce que vous aurez? Si je ne vous explique pas la sémiologie, le pourquoi des choses, vous allez apprendre ça bêtement. Vous allez souffrir pour l'apprendre. Je suis en train de vous expliquer pourquoi on a l'épaississement, pourquoi on a un rehaussement, pourquoi on a ça. Comme ça, vous allez le retenir une fois pour toutes. Alors, l'inflammation, vous aurez un épaississement pariétal. D'accord? Qui dit inflammation, il y a l'appel de sang. C'est la physiologie, que vous avez appris, à l'appel de sang. Alors, nous, on injecte un produit de contraste. Quand on fait un entéroscalaire, on injecte un produit de contraste. Pourquoi on l'injecte? C'est pour ça. Il y a l'appel de sang, et donc, on aura un rehaussement. Alors, ce rehaussement, c'est-à-dire pour les premiers épisodes de la tête inflammatoire, je vous ai dit que la tête, ça commence au niveau de la muqueuse. Et donc, on aura un rehaussement intense là où il y a l'inflammation, le maximum de l'inflammation, au niveau de la muqueuse. Derrière la muqueuse, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a la submuqueuse. La submuqueuse, il y a le tissu conjonctif. Et là, on aura un œdème. Il y a l'appel de l'eau. On aura un œdème. D'accord? C'est pour cela que on aura un rehaussement de la muqueuse, une submuqueuse riche en eau, qui est hypodense, et une séreuse. La séreuse, c'est ce qui tapaisse la paroi à l'extérieur, qui va se rehausser aussi, et qui va nous donner un aspect sensible. La muqueuse, la submuqueuse et la séreuse. C'est l'aspect sensible. D'accord? Donc, retenez qu'on aura un épaississement pariétal, qu'on aura un rehaussement, c'est un rehaussement sensible. Alors, l'épaississement en cas d'inflammation, c'est un épaississement bénin ou malin? Bénin. Et donc, il va se raccorder en pente douce ou de façon aiguë par rapport au segment sain. En pente douce. Notez en pente douce. Alors, l'épaississement de la paroi va retentir sur quoi? Sur la lumière. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Comment on appelle ça? Réduction de la lumière. Une stélose. Voilà. On va donner une stélose. Et bien sûr, selon la gravité de l'inflammation, on peut avoir une stélose minime, une stélose modérée, une stélose sévère. Et si j'ai une stélose, qu'est-ce que j'aurai en amont de segment qui est malade? Hein? La logique des choses. Une distension. Donc le segment qui est en amont, il y a une réduction de la lumière, et donc on aura une distension de segment qui est en amont de cette zone qui est inflammée. D'accord? Et maintenant, on a parlé de la paroi, on a parlé de la lumière, il reste ce qui est l'environnement, ce qui est autour de la paroi. Alors, il y a l'inflammation, il y a l'appel de sang, et donc les vaisseaux qui sont autour de ce segment digestif, ils vont augmenter de calibre. Ce qu'on appelle on peut appeler hyperémie. Hyperémie, c'est du sang. Hyper, ça veut dire qu'il y a un appel de sang très important. Hyperémie. Et bien sûr, la graisse qui est autour, la graisse, parce que, vous savez, les os, ils viennent dans la graisse mésentérique. La graisse, il est infiltré. D'accord? On aura une infiltration inflammatoire de la graisse par contiguïté. La graisse, infiltration de la graisse mésentérique. Notez. Infiltration de la graisse mésentérique. Toute agression inflammatoire, qu'est-ce qu'il suscite? Une défense immunitaire, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que j'aurai? Des adénopathies, quelques adénopathies autour, d'accord, qu'on peut avoir autour de l'inflammation. Voilà la sémiologie de maladie de Crohn. Et généralement, c'est la sémiologie, mais aussi pour la rectocolite hémorragique qu'on verra par la suite. D'accord? Si je reviens sur l'image, regarde ici. Vous avez la muqueuse qui se rehausse de façon intense. Regardez, cette hausse-là, c'est comme si on l'a fait une coupe axiale, transversale. Vous avez un rehaussement intense de la muqueuse, un œdème submuqueux, un rehaussement de la séreuse. Et c'est ce qu'on appelle l'aspect sensible. D'accord? Regardez ici. Ça, c'est quoi ça? C'est le vaisseau. Et c'est quoi? C'est des vaisseaux. Vous avez une augmentation de calibre des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle l'hyperémie. L'hyperémie. C'est ça. Ce qu'on appelle aussi aspect pélier. Aspect pélier. Ça, c'est juste entre parenthèses. Par contre, vous devez retenir la sémiologie dont je vous ai parlé. La même chose sur l'IRM. C'est la même sémiologie. C'est la même sémiologie. Regardez ici une paroi qui est normale. Et ici, vous avez l'épaississement. Et vous voyez qu'il y a une réduction de calibre. Il y a une stélose. Avec une distension qui est modérée. Une petite distension qui est modérée au labo. Regardez ici. Vous avez le rehaussement. Et vous avez ici une stélose qui est très importante. Pratiquement, regardez la paroi qui est collabée. D'accord? Et vous avez ici la dilatation ou la distension au labo. D'accord? La même chose ici. Regardez ici, vous avez l'épaississement. Tout ça, c'est épaissi. Alors, juste pour que je vous explique une chose, c'est que lorsque l'inflammation il se fait à plusieurs reprises, au lieu d'avoir un rehaussement sensible, toute la paroi elle va se rehausser. Parce que la submuqueuse va être remplacée par des tissus fibreux. C'est comme lorsque vous avez une plaie, une cicatrice
cutanée, c'est de la fibrose qui s'installe. Mais ça, c'est à distance des épisodes à distance de la tête qu'on constate au début de la maladie. Regardez, si vous avez l'épaississement qui est en pente douce, regardez, on passe progressivement de la zone saine à la zone pathologique. Regardez, on verra par la suite, quand on parlera de la pathologie tumorale, on passe brusquement de la zone pathologique à la zone saine. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication? On peut avoir des fistules, c'est-à-dire que le segment digestif malade, il va se fistuliser soit dans la peau, par exemple ici, dans la paroi. Regardez ici, ce segment digestif qui est épaissi, il va se fistuliser ici au niveau de la peau. Il peut se compliquer de connexion abcédée. Regardez ici, ça c'est le psoas normal de côté gauche. Ici, vous avez une connexion au niveau du muscle psoas. Tout ça, c'est une connexion. D'accord? Et donc, typiquement, ça, vous le devez le noter. Typiquement, maladie de Crohn, il se complique de fistules et d'abcès. Ça, c'est pour faire la différence par rapport à l'autre atteinte inflammatoire. Voilà, toujours ici, vous avez des exemples d'abcès. Vous avez ici la vessie, vous avez tout ça, c'est une connexion. Et là, vous avez une brèche pariétale. D'accord? Là, vous avez des connexions pararectales. Cette formation que vous voyez ici. Alors, lorsque vous pensez à une atteinte inflammatoire ilio-sécale, vous devez penser à la tuberculose, surtout dans notre contexte marocain endémique. Chaque fois que vous pensez à la maladie de Crohn chez un jeune, pensez aussi à la tuberculose. Alors, la tuberculose, ce qui est typique, parce que parfois c'est difficile de faire la différence, ce qui nous oriente beaucoup plus vers la tuberculose, c'est cette atteinte ou encoche sécale. Regardez ici, vous ne voyez pas le sécom, parce qu'ici, il y a des encoches. Regardez ici, c'est centré sur le sécom. À un stade avancé, vous aurez une amputation carrément du sécom. Regardez ici, vous avez le côlon droit, vous avez ici la dernière anse, et ici le sécom qui est amputé, rétracté totalement. On n'arrive pas à le voir. Ça, c'est assez spécifique de la tuberculose. Notez-le. La présence aussi d'adénopathie nécrotique. Adénopathie nécrotique. Ça veut dire nécrotique, il y a de la nécrose centrale. C'est au centre de l'adénopathie, il y a du liquide. Il n'y a plus de tissu, c'est de la nécrose. Donc, deux choses. La rétraction, le performance sécale, voire l'amputation, et les adénopathies nécrotiques. Alors, les tumeurs bénignes, ça aussi, parce que, comme je vous ai dit, l'intestin grêle, il est essentiellement exploré par l'imagerie. Là, nous, en tant que radiologue, on doit s'acharner à rechercher ces tumeurs bénignes, même s'ils sont rares. D'accord? Généralement, c'est des patients qui viennent soit dans un tableau d'occlusion, soit des patients qui font des saignements occultes. Ils font des mélélas, d'accord? Et entre autres comme examen qu'on demande, c'est soit l'entéroscalaire, soit l'entéro-IRM. Et généralement, c'est des lésions de petite taille que vous voyez ici, par exemple. Vous avez l'exemple ici, donc, d'une tumeur bénigne. Ici, un lipome, comment on connaît un lipome? Parce que un lipome, c'est une tumeur graisseuse. Il a la même densité que la graisse. Regardez ici. Alors, le lymphome. Le lymphome, vous savez, c'est une tumeur maligne. Il a plusieurs aspects. La localisation au niveau de l'intestin grêle, il est assez fréquente. Quand je dis fréquente, pas par rapport à la pathologie du grêle, mais par rapport aux atteintes lymphomateuses. D'accord? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, ce qu'on appelle en sandwich ou pseudo-rein, ça rappelle une image échographique du rein. Il y a ce qu'on appelle la dilatation pseudo-anévrismale. Ça rappelle les dilatations, les anévrismes d'un vaisseau. Alors, on a à peu près calqué la sémiologie vasculaire sur l'appareil digestif. Là, parce que vous avez l'épaississement avec un relâchement parce que l'infiltration de la musculeuse, ce qui fait que vous avez un relâchement de la paroi qui va s'exprimer par cet aspect pseudo-anévrismal. Et bien sûr, la présence de grosses adénopathies confluentes permet de nous orienter vers ce diagnostic.
Là, c'est un exemple. Regardez cette distension pseudo-anévrismale que vous voyez ici, Alors, si vous comparez la paroi normale ici avec celle-là qui est épaissie, et bien sûr avec augmentation, si vous voulez, de la lumière ou du calibre de la lumière digestive. Les tumeurs neuroendocrines, tout ça, c'est des tumeurs qui sont rares. Et généralement, c'est des tumeurs qui ont la particularité de se rehausser de façon intense, qui peuvent parfois s'exprimer par ce qu'on appelle une mésentérite rétractive. C'est une réaction du mésentère vis-à-vis de la tumeur. Vous voyez que tout converge vers un seul point, ici, ce qu'on appelle la mésentérite rétractive. Et en dernier lieu, les métastases gréliques, hein, c'est rare aussi. Bon, regardez, vous avez ici un exemple d'une petite lésion comme ça. L'adénocarcinome, alors ici, ce qui est important, c'est de faire la différence entre, parce que aussi l'adénocarcinome, le lymphome, tous les tumeurs malignes, ils vont s'exprimer par un épaississement digestif. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre un épaississement qui est malin et un épaississement bénin. Alors, l'épaississement bénin, il est circonférentiel, régulier, et se raccorde en pente douce avec le segment sain. Se raccorde en pente douce avec le segment sain. Un épaississement malin, c'est un épaississement qui est irrégulier. S'il est circonférentiel, il est asymétrique. Alors, pour le bénin, il est circonférentiel symétrique. L'épaississement malin, s'il est circonférentiel, ça prend toute la circonférence, il est asymétrique. Et bien sûr, il va se raccorder en pente aiguë avec le segment sain. Regardez ici. Vous avez un épaississement qui est irrégulier. Ce n'est pas la même chose que nous avons vu tout à l'heure avec l'épaississement de la maladie de Crohn. D'accord? La même chose ici. Regardez, c'est un épaississement irrégulier. D'accord? Et on passe brutalement, brusquement, du segment sain au segment pathologique. Cette pente douce, on ne la voit pas ici. Alors, la pathologie vasculaire. Donc, si je résume pour ce que nous avons vu tout à l'heure, j'insiste surtout sur la pathologie inflammatoire, la maladie de Crohn. Tous les aspects sémiologiques, les complications, on verra par la suite, surtout aussi le diagnostic différentiel par rapport à la tuberculose et le diagnostic différentiel par rapport à la rectocolite hémorragique. On verra par la suite. Ce qui est important aussi, c'est de faire la part de choses entre l'épaississement bénin et l'épaississement malin. Voilà. Alors, pour ce qui est vasculaire, là, il y a une pathologie qui est aussi assez fréquente. Quand je dis fréquente, donc, sur le plan pratique, vous allez le voir, Inch'Allah, dans votre pratique. C'est ce qu'on appelle les ischémies mésentériques. Quand on parle d'ischémie mésentérique, c'est l'ischémie de l'intestin grêle. Là, on distingue deux types d'ischémie. Ischémie artérielle, ischémie veineuse. Évidemment, cette distinction selon l'origine. Est-ce qu'il est veineux? Est-ce qu'il est artériel? D'accord? Il y a deux types de cils, ou de cils radiologiques. Des cils directs et des cils indirects. On va commencer par ce qui est indirect. Si vous avez, là, ce que je vous ai montré en bleu, c'est quoi? Hein? C'est la circulation veineuse. D'accord? Qui est le système portal. Vous avez la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure. D'accord? Et le tronc pneumomosaïque. Vous avez ici le tronc porte, la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et le tronc pneumomosaïque. Supposons que vous avez un obstacle ici. Qu'est-ce que vous aurez comme conséquence sur le tube digestif? Je vais poser la question autrement. Vous avez deux choix. Vous avez l'ischémie artérielle, vous avez l'ischémie veineuse. Pour l'ischémie artérielle, est-ce que vous aurez un épaississement ou vous aurez un émincissement? Si vous avez une ischémie veineuse, hein? Vous aurez un épaississement. Pourquoi vous aurez un épaississement? On n'aura pas de retour veineux. Vous aurez un rehaussement, vous ne l'aurez pas. Hein? Vous aurez un rehaussement, vous ne l'aurez pas. Vous aurez un rehaussement. Parce que le sang il est stagné, le produit de contact il va stagner. Maintenant, si vous êtes sur l'ischémie artérielle, vous aurez un émincissement. Parce que le sang n'arrive pas à la paroi. Vous aurez un rehaussement ou un défaut de rehaussement? Un défaut de rehaussement. D'accord? Ça, c'est la sémiologie de base
de l'ischémie veineuse artérielle, les signes indirects. Et ça, c'est ce que je vais vous demander pour l'examen. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse pour ceux qui veulent comprendre encore plus. Ça, c'est au début de l'ischémie. Vous aurez cette distinction comme ça, pour la raison qu'on a tous développée. Par la suite, pour l'ischémie, même une ischémie veineuse, on aura de la nécrose au niveau de la paroi. Parce qu'il y a une stagnation. Quand il y a une stagnation, il n'y a plus de sang qui arrive. Hein. Même si vous avez l'obstacle en aval, il n'y a plus de sang qui arrive. Et donc, par la suite, on aura une nécrose qui fait que même si le produit de contraste il arrive, on n'aura pas l'opacification. Parce qu'il y a une dissection cellulaire, dissection de parenchyme. Ça, c'est entre parenthèses. Je ne veux pas vous embêter. Pour moi, ce qui est important, c'est les règles, ou plutôt la sémiologie de base qu'on a développée. Je ferme la parenthèse. Alors, les signes directs, c'est quoi? Les signes directs, c'est soit le thrombus, par exemple. Vous avez un thrombus au niveau de l'artère ou de la veine. Ça, c'est un signe direct. D'accord? Quand il s'agit d'un thrombus comme étiologie. D'accord? Par exemple, un patient qui a des troubles de rythme cardiaque, il fait des emboles, des thrombus qu'il envoie dans la circulation. Il se peut qu'un de ces thrombus se trouve au niveau de l'artère mésentérique, on aura une ischémie artérielle mésentérique. Comme on peut avoir une thrombose veineuse, la thrombose veineuse, il y a beaucoup d'étiologies. Ça, ce sont des signes directs de l'ischémie. Voilà, ça c'est une ischémie veineuse ou artérielle. C'est la veineuse, parce que vous avez un épaississement. Ici, c'est artérielle, regardez, il n'y a pas d'épaississement. Il n'y a pas de prise de contraste. Il n'y a pas de prise de contraste. Regardez ici, il y a une prise de contraste. D'accord? Il n'y a pas de prise de contraste, il y a l'amincissement. Ça, vous allez trouver. Et voilà, ici, vous avez un thrombus au niveau de l'artère. Ici, vous avez une thrombose. Ça, c'est des signes directs. Alors, c'est bon, la pathologie, l'ischémie aussi, c'est une question très importante. Parce que c'est une question d'urgence. C'est ce qui est important. Un peu de silence. C'est une question d'urgence. Lorsque vous recevez, ça c'est une parenthèse, vous recevez un sujet âgé qui fait des douleurs inexpliquées, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien, un sujet âgé qui a des tares vasculaires, il faut avoir le réflexe. Vous pouvez sauver des vies rien qu'en ayant ce réflexe, ou ce réflexe d'ischémie. C'est une pathologie assez fréquente et grave. Alors, pour le côlon, donc toujours le même panel de techniques qu'on suit, toujours, l'endoscopie premier lieu et puis le reste. Alors, là, on va distinguer l'endoscopie optique que font les gastro et l'endoscopie virtuelle que font avec le scalaire. Voilà, on peut faire le coloscalaire comme ce que nous avons vu avec l'estomac, donc un balisage avec de l'eau. Comme on peut faire la coloscopie virtuelle, et là c'est l'insufflation de l'air. Et là, le coloscalaire aux hydrosolubles, c'est les produits de contraste radio-opaque. Un patient, comme je vous ai dit, qui a été opéré, on suspecte un lâchage, à ce moment-là, je vais utiliser un produit hydrosoluble. Pourquoi hydrosoluble? Hydrosoluble pour que ça ne soit pas irritant pour la cavité péritoniale. Même s'il passe dans la cavité péritoniale, c'est ça. Pourquoi on insiste sur hydrosoluble? Même s'il passe dans la cavité péritoniale, ça ne va pas irriter, ça ne donne pas une péritolite. C'est pour cela qu'on utilise des produits hydrosolubles. Le plus reconnu, c'est le gastrographie. Voilà, ça c'est le coloscal à l'eau. Ça c'est la coloscopie virtuelle. Et ça avec un produit de contraste radio-opaque, hydrosoluble. Alors, le cancer colique, c'est une pathologie fréquente et qui est pratiquement, son incidence, il est en augmentation depuis pratiquement les 2 dernières décennies. Alors, la particularité de cancer colique, c'est qu'on a constaté qu'il se fait sur des lésions précancéreuses. Des patients qui ont des polypes, ils ont un risque de faire un cancer sur ces polypes. C'est pour cela qu'on s'est dit, il faut un moyen pour faire un dépistage. Et comme ça, on tombe sur ces lésions précancéreuses, on les résèque
Et là, on met le patient à l'abri, bien sûr, d'une léoplasie. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La meilleure, c'est la coloscopie optique. C'est la meilleure façon. À partir de certain âge. Donc, il y a plusieurs, on ne va pas entrer dans le détail. Et si le patient ne le peut pas, pour une raison, par exemple, il y a des patients pour qui on ne peut pas faire une anesthésie, pour une raison médicale. Il y a des patients qui ne veulent pas faire la coloscopie optique. À ce moment-là, on peut faire autre chose. Il y a soit la coloscopie virtuelle qu'en font les radiologues, soit il y a le dépistage ou la recherche de sang dans les selles, ce qu'on appelle les occultes. D'accord? Ça, on recherche un saignement occulte. Il y a des techniques qui nous permettent de rechercher le saignement qui nous orientent vers une atteinte cancéreuse. Voilà, la coloscopie virtuelle. On revient à ce qui nous intéresse en tant que radiologue. Lorsque la coloscopie optique il est incomplète, parfois le gastrologue, il fait sa coloscopie, soit il tombe sur les lésions infranchissables, soit pour patients qui a beaucoup de codures, et sur le plan technique, il n'arrive pas à franchir les codures. À ce moment-là, c'est une indication à la coloscopie virtuelle ou, bien sûr, selon le plateau technique que vous avez en imagerie. Soit vous faites la coloscopie virtuelle, soit vous faites le coloscalaire à l'eau. Le refus de patients, comme je vous ai dit, il y a des patients qui refusent de faire la coloscopie optique. Et la comorbidité sérieuse, c'est le problème d'anesthésie. La coloscopie, comme vous le savez, ça se fait sous anesthésie générale. Il y a des contre-indications à l'anesthésie pour certains patients, pour des raisons de comorbidité. Alors la technique, je vous ai déjà expliqué la technique. On fait une préparation et on insuffle de l'air avec une machine qui contrôle la pression pour éviter les perforations digestives. Et puis on fait une acquisition avec le scalaire et le logiciel, il y a un logiciel informatique qui nous permet donc, de naviguer à travers le côlon comme si on est en train de faire une coloscopie optique. Voilà. Regardez ici, par exemple, ici vous avez cette lésion-là. C'est à peu près, ça ressemble à l'image, c'est pour ça qu'on l'appelle virtuelle. Ça ressemble à l'image de coloscopie optique. D'accord? Bon, sur le plan anatomique, ça, je pense que tout le monde connaît les différents segments de côlon. Alors, on va commencer par la rectorolite hémorragique. Comme vous le savez, c'est une pathologie du jeûne. Cliniquement, souvent, c'est les rectorragies qui font appel à cette pathologie. Et ce qui est important, c'est de faire la différence entre la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Ça, c'est important. Les deux, c'est ce qu'on appelle des MICI, des maladies inflammatoires chroniques. D'accord? D'étiologie jusqu'à ce jour inconnue. On ne sait pas pourquoi. Ces patients, ils font ces inflammations chroniques. Alors, la TELS, pour la maladie, le RCH, c'est une atteinte continue. Qu'est-ce que ça veut dire continue? Ça prend tout, quand ça commence par le rectum, ça prend tout le segment digestif. Pour la maladie de Crohn, vous pouvez avoir une atteinte segmentaire sur 10 cm, une zone saine, puis 5 cm, ainsi de suite. Le RCH, lent. C'est une maladie c'est une atteinte continue. Ça commence, généralement, ça commence par le rectum. Donc la tête rectale, il est constante. Alors, pour la maladie de Crohn, la tête iliocécale, il est constante. D'accord? Alors, Crohn, la tête iliocécale, RCH, la tête du rectum. Crohn, la tête discontinue, c'est-à-dire il y a des zones saines, des zones pathologiques, celles pathologiques, et RCH, c'est la tête continue. Le Crohn, il se complique de fistules et d'abcès. LCH, rarement qui se complique de fistules ou d'abcès. Rarement qui se complique de fistules ou d'abcès. Je vous ai montré ici quelques images. C'est quel segment digestif? Hein? C'est le sigmoïde. D'accord? Très bien, très bien. Déjà se localiser sur une coupe axiale comme ça, c'est très bien. Alors regardez, si vous avez une paroi normale ou pathologique? C'est pathologique. Voilà. Vous avez ici un épaississement, un rehaussement. Vous avez ici beaucoup de vaisseaux qui ont remonté de calibre. D'accord?
Et regardez ici, vous avez le rehaussement de la muqueuse qui est aussi important. C'est à peu près la même sémiologie. Toujours le rehaussement, l'infiltration de la graisse. Mais ces éléments qui nous permettent de faire la distinction, c'est la topographie de la tête, le fait qu'il est continu au long, la présence au long de fistules. Et parfois, en faisant l'endoscopie, la biopsie, les anatomopathologistes, ils le répondent qu'il s'agit du maladie de Crohn. On traite le patient pendant une dizaine d'années et on revient sur le diagnostic pour dire que c'est une LCH. Pour vous dire que la question n'est pas aussi facile. D'accord? Et là, c'est en ayant plusieurs arguments histologiques, endoscopiques, radiologiques, tous ces arguments-là nous permettent de prendre une décision vis-à-vis le traitement thérapeutique. Voilà, les signes associés, c'est à peu près la même chose, donc, sauf les fistules et les abcès. Maladie de Crohn, il est plus pourvoyeuse d'abcès et de fistules. Voilà, toujours la même sémiologie. Regardez ici, ce segment digestif avec un rehaussement transmural et ici avec un œdème submuqueuse. Alors, à un stade avancé de la tête, vous aurez l'aspect qu'on appelle une microcolie, microrectie, c'est-à-dire l'aspect tubulé. Vous n'avez plus d'ostration colique. C'est l'aspect tubulé, d'accord? Et vous voyez que la tête, il est continu, regardez. Il n'y a pas cet aspect d'Attels ou de Zancel, zone pathologique qu'on voit au Crohn. Voilà, on a parlé de tout ça. La diverticulose, la même chose que nous avons vu avec l'œsophage, sauf que ici, c'est beaucoup plus fréquent. Il peut se compliquer d'une inflammation. Donc là, c'est une hernie de la muqueuse. Regardez, c'est la muqueuse qui va faire saillir à travers la paroi digestive. Regardez ces images d'addition, ces petites images d'addition au niveau de sigmoïde. Alors, ces images d'addition, sur la stagnation des matières, parfois, on peut avoir une surinfection, une inflammation qui peut se compliquer, ce qu'on appelle une diverticulite. C'est assez fréquent. D'accord? Et ça, généralement, c'est surtout les localisations sigmoïdiennes. D'accord? Et ça donne un tableau typique de l'appendicite, mais à gauche. Parce que vous avez un tableau d'appendicite à gauche, douleur, défense, fièvre, et c'est à gauche. Premier diagnostic, comment vous pensez, c'est la sigmoïdite. Alors la sigmoïdite, regardez ici, vous avez là ici, vous avez quelques images d'addition. Ici, vous avez une inflammation de la diverticule avec une infiltration de graisse. Regardez ici, la graisse, il est clean, propre. Ici, vous avez une graisse infiltrée. D'accord? Avec une densification de la graisse. Évidemment, je vous mets toujours une image du paroi qui est normale pour se comparer par rapport au pathologique. Regardez ici, vous avez l'image d'addition, l'infiltration, et là, la complication, ça c'est important. Une diverticulite, il peut se compliquer de quoi? D'un abcès. Il peut se compliquer d'un abcès. Alors, les tumeurs bénignes du côlon, c'est les polypes ou ce qu'on appelle surtout les adénomes. Donc là, généralement, on fait la résection par voie endoscopique. D'accord? Alors, les polypes, il y a deux types. Il y a des polypes solitaires. Solitaire, ça veut dire que vous pouvez avoir une, deux, et ce n'est pas dans le cadre de maladies héréditaires. D'accord? Comme on peut avoir, il y a des maladies héréditaires, des patients qui vont faire ce qu'on appelle une polypose. Beaucoup de polypes. Des dizaines de polypes. Et c'est des patients que, malheureusement, ils se compliquent d'une dégénérescence cancéreuse. D'accord? Regardez ici, vous avez l'aspect d'un polype accolé à la paroi. Un autre exemple. Alors, ça, c'est juste entre parenthèses. Polype, on distingue deux types de polypes. Notez. Polype pédiculé avec un pédicule et un polype sessile. Sessile, il a une large plage ou large base d'implantation sur la paroi. Polype pédiculé, polype sessile. Sessile. S-I-2-S-I-L-E. Pédicule, ça veut dire qu'il y a un pédicule. Regardez ici. Vous avez la tête du polype, vous avez un pédicule. Et sessile, il a une large base
Vous n'avez pas de pédicule, mais c'est une large base d'implantation sur le segment digestif, ou la paroi digestive. Et là, vous avez une polypose qui s'est compliquée d'un cancer. Regardez. Ça, c'était un polype. Et là, vous avez un épaississement. Et regardez, l'épaississement ici, on passe, c'est en pente aiguë ou douce. Aiguë, regardez, on passe directement de la zone saine à la zone pathologique. Là, l'autre exemple de complications. Alors, le cancer colorectal, c'est la sémiologie que nous avons, c'est la même sémiologie que nous avons vue pour l'adénocarcinome de l'intestin grêle. L'épaississement qui est irrégulier, qui est circonférentiel asymétrique, où il touche une petite partie de la paroi et qui se rencontre en pente aiguë avec la paroi saine. Et là, toujours, bon, c'est vrai que en tant que radiologue, on doit faire attention, bien sûr, même si le patient, vous nous adressez le patient pour une pathologie X, on doit explorer le côlon. Mais si vous pensez à un cancer, vous avez un patient qui fait des rectorragies, qui a une altération de l'état général, et vous pensez à un cancer chronique, vous devez faire votre coloscopie au premier, puis vous nous adressez le patient pour faire le bilan d'extension. Voilà ici, regardez l'épaississement qui est circonférentiel, mais qui est asymétrique. Hein? Ce que je veux dire par asymétrique, c'est mesurer l'épaisseur, par exemple, ici, elle n'est pas la même que de ce côté. D'accord? Et bien sûr, un cancer chronique, il peut se compliquer de quoi? Il peut se compliquer d'une occlusion. Donc l'épaississement, quand il devient très important, et ce n'est pas la même chose que le Crohn ou la maladie inflammatoire. La maladie inflammatoire, c'est vrai qu'il peut se compliquer d'occlusion, mais c'est très rare. Et souvent, ça donne des tableaux de subocclusion. C'est-à-dire que vous aurez la distension, des vomissements, et sous ce contrôle, des bâcles diarrhéiques. Vous avez la distension ici, regardez, même vous avez, pour ce patient-là, il a fait une perforation. Il y a de l'air dans la cavité péritonéale. D'accord? Voilà. Et bien sûr, vous allez faire le scalaire pour le bilan d'extension à distance. Hein. Vous avez ici des métastases hépatiques et évidemment, vous devez chercher les métastases pulmonaires aussi. Alors, dernier chapitre, c'est le cancer du rectum. La règle est la même. Il y a une petite différence ici. C'est que, notez ça, le diagnostic va le faire bien sûr par rectoscopie, on n'en parle plus. On va faire le bilan d'extension loco-régionale avec l'IRM, et pas avec le scalaire. Le bilan d'extension loco-régionale, c'est avec l'IRM. Et le bilan d'extension à distance, c'est avec un scalaire. Alors le bilan d'extension au IRM, ça c'est aussi important. Qu'est-ce qui va nous apporter cet IRM? L'extension en hauteur, on doit préciser sur combien il s'étend cette tumeur, en hauteur, cette distance-là. La localisation de la tumeur par rapport à la marge anale. Regardez ici, vous avez les sphincters ici, le canal anal, je vais mesurer cette distance. La marge anale, il est ici, je mesure cette distance ici. D'accord? Et pourquoi je mesure ces distances? Parce que je dois préciser, est-ce que c'est le moyen, le haut, le bas rectum. Tout ça, c'est important pour la chirurgie du patient. D'accord? Par rapport au sphincter. Pourquoi par rapport au sphincter? Parce que si les sphincters ils sont infiltrés, on va faire ce qu'on appelle une amputation abdominopérinéale. C'est-à-dire que le patient va vivre avec une stomie, avec une poche. Si les sphincters ne sont pas touchés, là, on peut faire la résection de la tumeur, et faire l'anatomose et garder l'appareil sphinctérien. Vous voyez la différence? Pourquoi c'est important? Ce n'est pas un luxe scientifique. C'est parce qu'il a l'impact thérapeutique. Regardez ici. L'exemple ici, la tumeur, il est à distance. L'appareil sphinctérien, il est là. Là, c'est une tumeur qui infiltre le sphincter interne. Par rapport au fascia recti. Alors, fascia recti, c'est ce fascia qui entoure la graisse mésorectale. Il y a le rectum au centre, il y a une fascia, c'est une
aponevrose, comme le tissu fibreux qui entoure cette graisse-là. Et là, on doit préciser la distance entre la tumeur et cette fascia-là. Et pourquoi? Parce que on a constaté pour les patients qui ont une infiltration de cette fascia-là, c'est des études qui ont été faites sur des séries de patients, on a constaté que c'est des patients qui vont récidiver, même si on les opère. C'est pour cela que ces patients-là, on va faire une chimiothérapie, chimio-radiothérapie, puis on revient à la chirurgie. D'accord? Les patients qui ont une infiltration de fascia recti, ils vont bénéficier d'une chimio-radiochimiothérapie. C'est pour diminuer le taux de récidive. Et évidemment, on doit préciser les rapports par rapport aux organes de voisinage. Alors, chez la femme ou chez l'homme, bien sûr, il y a la vessie, la prostate, le col vésical ou l'utérus, la cavité vaginale. Donc, on doit préciser les rapports. Et le bilan d'extension à distance, c'est la même chose que nous avons vu avec l'œsophage, avec l'estomac, avec le côlon et l'intestin grêle. Toujours, c'est ETDM, thoraco-abdominaux-pelvienne. Voilà, ça juste pour montrer des exemples. Regardez ici. Là, vous avez cette lésion-là, la paroi qui est normale. Vous avez ici la tumeur. Donc, je dois préciser la hauteur de la tumeur, sa localisation par rapport au sphincter. D'accord? La même chose ici, sur une coupe coronale. Ça, c'est la paroi normale. Ça, c'est la tumeur. Là, regardez, fascia recti, c'est ça. Voilà, fascia recti, c'est ça. Et là, vous avez ici une infiltration au long. Une infiltration, est-ce qu'il y a une infiltration de fascia recti? Regardez, c'est ça. Ben, il y a une infiltration. Il y a une infiltration ici. D'accord? Là, c'est parfois quand la lésion, il est tellement, c'est-à-dire qu'il est localement avancé, déjà sur un scanner, vous pouvez dire que vous avez une infiltration d'un organe. Par exemple, ici, vous avez là, ici, une infiltration de la vessie qu'on voit même sur le scanner. Mais la règle, c'est le bilan d'extension locale-régionale, ça se fait avec un scanner. C'est-à-dire que même si j'ai découvert, moi, un processus rectal sur le scanner, je vais vous dire, complétez par une IRM, madame, monsieur, complétez par une IRM pour faire le bilan d'extension locale-régionale. Tout le détail que nous avons vu, ça, on peut le voir qu'avec l'IRM. Voilà, je suis à la fin de cette séance et j'aimerais bien que vous ayez cette humeur avec une tête bien construite. Voilà, je vous remercie.